Ainsi, les États-Unis restent prisonniers de l'illusion qu'ils possèdent encore une position hégémonique, tout comme le bolsonarisme lui-même commet également cette erreur. Parce que le bolsonarisme, c'est très facile à voir. Bon, maintenant, non, n'est-ce pas? Maintenant, tu as vu Flavio aller supplier Michel. Il a dit, non, je m'humilie. Que veux-tu? Que je m'humilie, etc. J'avais prédit cela. Beaucoup pensaient le contraire. Non, ça va arriver parce que le rapport de force n'est plus le même. Et le bolsonarisme continue de croire qu'ils sont encore là en 2019-2020, juste avant la pandémie, quand le pouvoir bolsonariste a atteint son apogée. Ce n'est plus le cas. Ce que tu as vu aujourd'hui avec Flavio qui cède en est la preuve concrète, mec. Le gouvernement des États-Unis a annoncé une nouvelle taxe de 12,5%, en plus des 25% qui existaient déjà, et en plus des 10% qui sont ce droit de douane universel. Donc, on parle déjà de 37,5% de taxes. Quand tu prends un produit qui part du Brésil et arrive aux États-Unis avec 37,5% de plus, tu rends pratiquement ce commerce impossible, n'est-ce pas, mec? Imagine une chaussure, une machine qui est exportée vers les États-Unis avec 37% de plus pour cet acheteur qui est là-bas. Ça rend impossible les affaires entre le Brésil et les États-Unis, n'est-ce pas? Ce moment d'application de nouvelles taxes crée vraiment une situation où nous ne voulons pas faire affaire avec vous. Nous ne voulons pas. Nous voulons de plus en plus acculer le gouvernement brésilien pour montrer notre force. Je vois même cela comme une démonstration de force, n'est-ce pas? Oui, il n'y a plus de négociation possible avec les États-Unis. Donc c'est cette démonstration de force, pas similaire, mais avec le même objectif que la démonstration de force à Cuba. Tu vois, qui est de totalement subjuguer le pays, de laisser le pays dans la merde pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent, faire tomber le gouvernement, tu vois, obtenir un changement de gouvernement pour mettre un allié à la place. Je vois à peu près la même chose que les États-Unis font au Brésil. Bien sûr, toute proportion gardée avec Cuba, où ce qui se passe là-bas est bien plus grave, mais c'est une intention de bloquer et de mettre un mur sur le chemin des négociations entre le Brésil et les États-Unis, tu vois. Oui, mais cela aurait été beaucoup plus efficace dans les années 60, dans les années 80, dans ce contexte encore de guerre froide, avec essentiellement une dimension unipolaire du pouvoir. Surtout, là oui, de façon définitive, après le démantèlement du bloc soviétique au début des années 90, et dans lequel l'oncle Sam dictait les règles de façon unilatérale, littéralement. Il n'y avait pas, vous voyez, il disait ce qu'il fallait faire, et il y avait ceux qui obéissaient ou ceux qui étaient exterminés. Souvent, les deux arrivaient ensemble, comme l'a dit Henry Kissinger, non? Il y a le raisonnement de Henry Kissinger, où il dit cela, où il dit, regardez, être ennemi des États-Unis, c'est mauvais, mais être allié, c'est mortel, parce qu'ils vont te piétiner avec encore plus d'assurance. Donc, je suis absolument d'accord avec toi, c'est ça, c'est l'idée. L'idée est de se concentrer, l'idée est d'exercer ce qu'il a convenu d'appeler, ce qui est aussi pathétique, il met son nom partout, il a une vision très proche de ce que, en relations internationales, on appelle le réalisme, qui sont des personnes qui ne croient qu'à la disposition du pouvoir, et que l'histoire s'écrit uniquement et exclusivement par le pouvoir. Et, sans aucun doute, le pouvoir est l'une des dimensions fondamentales, mais il existe un nombre incalculable d'autres dimensions que ces personnes négligent. Et en négligeant cela, Ricardo Mello, elle se limite au plafond très bas qu'on a généralement quand on veut conquérir les choses par la force. Tu comprends? Tu peux même le faire. Réfléchis à ta vie, c'est pourquoi les relations internationales sont une discipline si belle. Pour réfléchir au fonctionnement de la société internationale et des relations internationales, il faut penser à la condition humaine. Alors, y a-t-il quelque chose que tu puisses obtenir par la force, par l'imposition? Parfois, oui, il y en a, et parfois, comme je le vois, ce sont de très rares exceptions. Utiliser une mesure plus énergique était même la bonne chose à faire. Mais dans 99% des cas, ce n'est pas le cas, mec. Dans 99% des cas, tu dois considérer que l'autre est un individu complexe, contradictoire, et qu'il existe de multiples approches qui peuvent être utilisées. C'est pareil dans le concert des nations. Sauf que le Trumpisme et le bolsonarisme ne parlent qu'une seule langue, qui est celle-ci. Tu fais ce que je te dis ou je te casse la figure. Ce n'est pas pour rien que le bolsonarisme dit à tout le monde: tu as été élu grâce à mon père, donc ton mandat parlementaire doit être à nous, parce que sans nous, tu n'es personne.
Ça marche, Ricardo Mello, tant que tu restes en position dominante. À partir du moment où tu n'as plus autant de force, il serait beaucoup plus efficace et intelligent de négocier. N'est-ce pas? César, aujourd'hui, le gouvernement, à cause de ce tarif douanier, a annoncé une fois de plus qu'il va commencer les démarches pour adopter la loi de réciprocité. Et là, je me dis, puisqu'il a parlé avec les secteurs en appliquant 25, le gouvernement a consulté les secteurs concernés qui ont demandé de ne pas adopter la réciprocité car ce n'était alors pas possible. Cela pourrait complètement rendre les affaires impossibles parce que Trump pourrait riposter à nouveau, augmenter à 7%, 100%. La négociation terminée, toute possibilité d'affaires entre le Brésil et les États-Unis a cessé. Mais avec 37,5 aussi, je ne vois pas beaucoup de différence par rapport à cette situation qui rend le commerce impossible. Que pensez-vous de cette question? Donc, pensez-vous qu'il est important de faire preuve de retenue dans cette riposte? Est-ce que cela pourrait empirer si le Brésil voulait riposter contre les États-Unis? Ou pensez-vous qu'il faut vraiment passer à l'action parce qu'on est arrivé à une limite qu'on ne peut plus accepter? Non, je pense qu'il y a un paradoxe, Ricardo Mello, je comprends. En règle générale, surtout dans notre camp, qui a envie d'entendre ça, et c'est d'ailleurs un principe fondamental des relations internationales, il faut appliquer la réciprocité. Pourquoi cela fonctionne entre les nations? Parce que cela marche entre les personnes. Si je t'appelle 3 fois sans réponse, tu imagines? Qu'est-ce que je vais penser? Que tu ne veux pas me parler, non? Est-ce que je vais appeler une 4e fois? Peut-être que oui, parce que je t'aime beaucoup. Peut-être que oui, mais à la 5e fois, je n'appelle plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Mais en pratique, c'est bien plus compliqué. Surtout quand vous avez affaire à une puissance hégémonique, agressive, impérialiste, comme les États-Unis. Et les États-Unis, entre les mains de ce scélérat qui est le criminel notoire, c'est-à-dire Donald Trump, donc en pratique, cette théorie sera différente. Je ne dis pas que j'approuve ou que, vous voyez, j'analyse que ce qui me semble. Il semble qu'en fait, cela va arriver. En pratique, la théorie sera différente. En pratique, il y aura un certain discours. Lula va peut-être se positionner de manière plus ferme parce que c'est la voie à suivre et même une nécessité pour défendre la souveraineté nationale et cela offre une sacrée plateforme politique pour le gouvernement, n'est-ce pas? Parce que tu peux imaginer qu'il n'y a rien qui unisse plus un tissu social, une communauté, un groupe que la menace d'un ennemi extérieur. Et maintenant, c'est réel, n'est-ce pas? Ce n'est pas fabriqué pour faire avancer un agenda politique, ni rien de tout cela. Il existe une menace extérieure gigantesque et le gouvernement Lula, à juste titre, a adopté une posture de défense de la souveraineté nationale. Et cela est bien plus intéressant pour communiquer avec cette partie centriste que le populisme pénal bon marché dont nous avons parlé ici au début de notre conversation. Donc, je ne pense pas, Ricardo Mello, je ne pense pas que le gouvernement Lula va suivre cette voie de confrontation, d'appliquer des droits de douane réciproques. Je pense que le gouvernement va agir de manière stratégique. L'Itamaraty, le gouvernement fédéral et les entrepreneurs agiront ainsi, car de nombreux intérêts d'entrepreneurs sont en jeu. Il existe donc 2 types de diplomatie. Vous avez la diplomatie traditionnelle et il y a ce qu'on appelle la diplomatie d'affaires, celle que, par exemple, les frères comme Josley pratiquent là-bas, etc. Le gars arrive à obtenir une réunion directement avec le président des États-Unis et dit « Reçois-moi parce que je fournis 30-40% de la viande si tu veux qu'il y ait des hamburgers demain aux États-Unis. » Donc, c'est une force inexorable, n'est-ce pas? Je pense que le gouvernement et l'Itamaraty vont adopter un type spécifique de stratégie. Ils vont frapper là où ça fait mal, ils vont essayer par exemple d'utiliser cela comme levier, que le Brésil est un pays fondamentalement, malheureusement d'ailleurs, fondamentalement fournisseur de produits de base, c'est-à-dire du soja, du minerai de fer, ce genre de matières premières, et utiliser la force que le Brésil a dans ce sens en regardant vers la Chine, en faisant un clin d'œil à la Chine, en faisant un clin d'œil à d'autres acteurs puissants du Sud global, comme pour dire, car il n'y a pas de problème, nous ne sommes plus en 1960, il existe des alternatives. Et le problème, c'est que cela peut aussi provoquer une réaction plus agressive de la part du Trumpisme, et Dieu sait ce qui peut arriver au final. L'idéal, pour te dire, serait que le gouvernement Lula parvienne à établir ce qu'en 1945, Vargas a établi plus ou moins comme une distance, ce que nous appelons une distance, une équidistance pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu laisses le gars tranquille dans son coin, mec. Mais s'il te parle, tu réponds aussi.
tu ne crées pas non plus une ambiance d'animosité ou d'affrontement direct. S'il va trop loin, là, tu cries un peu plus, tu donnes un coup, c'est pour que le gars ne monte pas. C'est ça le jeu de cette équidistance pragmatique, tu vois? Parce que Flavio Bolsonaro alignerait automatiquement le Brésil sur les États-Unis, comme l'a fait par exemple Bolsonaro. D'ailleurs, de façon encore plus servile que pendant la période militaire elle-même, Castelo, Juraci Magalhães, est sans doute le seul à avoir dit ce qui est bon pour les États-Unis l'est pour le Brésil. Mais je pense que le bolsonarisme a été encore plus soumis, avec tout le respect que je dois aux chiens errants, que les militaires eux-mêmes. Donc, je ne pense pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de stratégie, beaucoup de prudence, et l'agressivité devrait rester réservée au discours Ricardo Mello. Et la Chine, d'ailleurs, a déjà fait un clin d'œil au Brésil, n'est-ce pas? Elle a déjà fait ce petit signe en disant, regardez, ça m'intéresse de récupérer le produit que les États-Unis n'achètent pas, n'est-ce pas? Donc, en quelque sorte, Trump pousse vraiment le Brésil dans la direction opposée à celle qu'il souhaiterait, c'est-à-dire vers la Chine, n'est-ce pas? Et cela dans l'environnement occidental ici, surtout en Amérique du Sud, qui est presque entièrement dominé par l'extrême droite, ça crée beaucoup de bruit parce que tout le monde est aligné sur les États-Unis, n'est-ce pas? Et tout à coup, vous avez la plus grande nation d'Amérique latine en termes de population et d'économie, cette nation se rapprochant de l'adversaire des États-Unis. Et donc, ce n'est pas possible que Donald Trump n'ait pas calculé cela, n'est-ce pas? J'aimerais justement comprendre cette logique. Pourquoi? Parce qu'il savait que cela allait arriver et que le Brésil allait être poussé vers la Chine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il attendait? Que le Brésil, malgré tout, ferme les yeux et n'aille pas vers la Chine? Pourquoi? C'est la pression des États-Unis? Tu crois qu'il attendait ça? Non, excellente provocation d'ailleurs de ta part. Je ne pense pas. Je pense que Trump est un mercenaire qui utilise et a toujours utilisé la présidence des États-Unis pour gagner des milliards, pour faire de l'argent, mec. C'est basique, ce gars-là est là pour l'argent. Quand il parle, tu vois, le gars a déjà des milliards et il en veut encore plus. Oui, oui, ce gars-là, mince, il se voit comme un prédateur, mec. D'ailleurs, il y a une émission de Howard Stern, mec, que je te montrerai plus tard, tu verras. Howard Stern est un animateur radio très célèbre aux États-Unis et les gars disent que le sujet des prédateurs sexuels arrive sur la table et le gars lui dit ça, tu t'y connais, hein, Trump? Et il est avec Ivanka à côté. Il se sent flatté. N'importe qui d'autre dirait autre chose. Tu imagines si je te disais ça, mec? Tu dirais t'es fou, mec? Comment ça, mon frère? Il a pété les plombs. Il répond ouais, moi-même. Donc, il a cette mentalité qu'il est un killer, qu'il est un prédateur. C'est un prédateur qui a toujours travaillé dans le bâtiment. Son père était le magnate de ce secteur. On sait, tout le monde l'a vu à ce stade, Roy Cohn, qui était l'avocat, avait cette mentalité de ne jamais rien admettre, d'attaquer, attaquer, attaquer. Donc, je ne pense pas, tu vois, que Trump fasse partie de l'élite des stratèges américains, d'accord? De la diplomatie, des décisions géopolitiques, je ne le pense vraiment pas. Je crois qu'il s'entoure d'une bande de flatteurs. On a vu ça avec Pete Hegseth. On a vu ça avec, en gros, tout son cabinet. Il met ses amis, son gendre, Jared Kushner, Hitchcock. On paye de l'argent, c'est la grosse combine, tu comprends? Ricardo Mello.